Bonjour, merci beaucoup à professeur Bolac et à professeur Ellis pour cette invitation. Alors, je vais parler des gouvernements minoritaires, de leur formation, de leur survie et de leur chute éventuelle, autoprogrammée ou non. Et je vais aborder trois types de considérations qui sont pertinentes quand on parle de gouvernement minoritaire, soit le droit, les conventions constitutionnelles et aussi la culture politique, ce qui inclut les perceptions à la fois des experts et à la fois aussi des politiciens et de la population plus en général. Donc, je vais commencer avec le droit. En droit, le pouvoir exécutif appartient à Sa Majesté la Reine, c'est l'article 9 de la loi constitutionnelle de 1867. Sa Majesté est conseillée dans l'exercice du pouvoir exécutif par son conseil privé. Et c'est tout ce que le droit dit sur la façon dont le pouvoir exécutif est exercé au Canada. Par ailleurs, il y a quand même aussi des lois ordinaires, mais importantes, qu'il convient de mentionner parce qu'elles seront pertinentes pour la suite des choses. Au Canada, il y a tout d'abord l'article 56.1 de la loi électorale du Canada. C'est la disposition qu'on a appelée celle des élections à date fixe et qu'on a vu en 2008. C'était des élections à date pas très fixe parce que cette disposition-là préserve, conformément à l'article 41A de la loi constitutionnelle de 1982, elle préserve le pouvoir de dissolution du Parlement qui appartient à Sa Majesté, au gouverneur général qui la représente. Ce qui permet donc, pour aller un petit peu au-devant de ma présentation, ça permet au premier ministre de demander une dissolution à une date qui est autre que celle prévue par l'opération de la disposition sur les élections à date fixe. Autre loi qui pourrait peut-être, très hypothétiquement, mais peut-être s'avérer importante dans le contexte post-électoral. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais je pense qu'il faut la mentionner parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, je pense surtout au Québec. C'est la loi de 2014 instituant des réformes qui permet notamment à un caucus d'adopter des règles l'autorisant à destituer le chef du parti. Donc, la première réunion du caucus après l'élection, le caucus doit décider s'il adopte cette règle-là ou non, dans chaque parti séparément. Et donc, on pourrait se retrouver avec une situation où un chef de parti, qui, comme on va le voir plus tard, est un joueur très important dans le jeu politique post-électoral, va se trouver destitué par ses propres collègues. Évidemment, cette possibilité-là existait toujours de façon informelle, mais cette loi d'adoption récente la formalise bien davantage. Elle crée aussi un vote secret. Donc, voilà, je n'en parlerai pas plus. On ne sait évidemment pas si ça va devenir pertinent ou pas, mais je pense qu'il était utile de la mentionner. Au Royaume-Uni, auquel on va se rapporter beaucoup, puisque c'est la mère patrie de nos règles constitutionnelles, et notamment des conventions constitutionnelles dont je vais parler à l'instant. Une autre loi a été adoptée en 2011 qui modifie profondément le fonctionnement des conventions constitutionnelles dans ce pays et au point même où peut-être qu'il faudra parler de la divergence du modèle de Westminster. On est habitué de parler du modèle politique de Westminster comme quelque chose qui est uni et unique, mais c'est peut-être un arbre qui vient de pousser, qui va pousser différents troncs qui vont se séparer. Et la loi britannique, la Fixed Term Parliaments Act de 2011,
elle est un facteur très important dans ce développement. Qu'est-ce qu'elle dit notamment? C'est qu'il n'y a pas d'élection anticipée, sauf si 2/3 de la Chambre des communes votent en faveur d'une élection anticipée, ou encore si la Chambre des communes passe une motion de non-confiance en termes très précis. Je ne me souviens pas des termes exacts, mais c'est quelque chose comme « This House has no confidence in Her Majesty's government ». C'est la seule formulation qui compte. Et ayant passé cette motion de non-confiance, la Chambre des communes ne passe pas, dans les 14 jours suivants, une motion de confiance en un gouvernement, qu'il soit le même ou un gouvernement différent. Dans toute autre circonstance, donc, il n'y a pas de dissolution anticipée. C'est une loi sur les élections à date fixe beaucoup plus forte que celle que nous avons au Canada et que celle que nous avons au Québec. Pourquoi? Parce que le Parlement britannique n'est pas lié par un équivalent quelconque de l'article 41A et donc il pouvait retirer à Sa Majesté la prérogative de dissolution. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, ça, c'était le droit, et je passe maintenant à l'étape suivante de ma présentation, les conventions constitutionnelles. Les conventions, vous le savez, selon la théorie orthodoxe du droit constitutionnel, sont des règles qui ne sont pas contraignantes juridiquement, mais ce sont des règles dont la violation, comme la Cour suprême a déjà dit, peut équivaloir à une forme de coup d'État. Ce sont des règles fondamentales dans notre système juridico-politique. Les conventions font en quelque sorte le pont entre le droit dont je viens de parler et la culture politique dont je vais parler par la suite. On a dit qu'elles assurent que le gouvernement s'exerce en accord avec la political theory of the day, la théorie politique qui prévaut à un moment ou à un autre dans le pays. Et je vais revenir un peu sur la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire plus exactement. Donc, les conventions qui sont pertinentes pour le contexte d'un éventuel gouvernement minoritaire. Sa Majesté, qui, comme on a vu, est la détentrice du pouvoir exécutif, exerce ce pouvoir sur les recommandations soit du Premier ministre, soit du cabinet, dépendamment des circonstances. Il faut donc toujours un cabinet, il faut donc toujours un Premier ministre pour conseiller Sa Majesté. Deuxième convention, on ne va pas nécessairement la nommer dans les listes conventionnelles, mais je pense que c'est une convention aussi. Un gouvernement est réputé avoir la confiance de la Chambre des communes jusqu'à ce qu'il soit battu dans un vote de confiance. C'est ce qu'on a vu illustré dans la crise de prorogation en 2008. En décembre 2008, tout le monde savait que le gouvernement n'avait pas la confiance de la Chambre. Tous les partis d'opposition ont dit qu'ils n'avaient pas confiance en le gouvernement Harper. Ils ont dit qu'ils allaient le battre dans un vote de confiance dès qu'il serait tenu. Ils avaient un accord de coalition. On savait tous. Or, ce n'est pas ça qui est important. Il ne suffit pas qu'on sache tous que le gouvernement n'a pas la confiance de la Chambre. Il faut que la Chambre vote la non-confiance du gouvernement. Quels sont les votes de confiance au Canada? Ce sont les votes sur le discours du trône, les votes sur le budget, sur tout autre projet de loi qui est désigné comme étant un sujet de confiance par le gouvernement, ou encore sur une motion de confiance ou de non-confiance. Alors, contraste très important avec la situation britannique où, désormais, le seul vote de confiance qui compte, c'est un vote sur la motion figée dans les termes du Fixed Term Parliaments Act.
Le résultat au Royaume-Uni, c'est qu'un gouvernement pourrait perdre un vote sur le budget, pourrait perdre un vote sur le discours du trône, pourrait perdre toutes sortes de votes sur des projets de loi d'importance capitale et rester en poste tant et aussi longtemps que l'opposition ne s'entend pas pour voter la non-confiance. Par exemple, si l'opposition ne pense pas avoir soit une majorité stable pour gouverner, soit si elle ne pense pas remporter les élections qui s'en suivraient, l'opposition peut décider, pour des raisons politiques, de maintenir en place un gouvernement zombie qui ne pourrait pas réellement gouverner, mais qui ne pourrait pas non plus dissoudre la Chambre. Ça, c'est la nouvelle situation britannique. Ça a été critiqué par plusieurs personnes. On n'y a peut-être pas pensé avant d'adopter le projet de loi sur les élections à date fixe, mais ça, c'est le résultat britannique et c'est très différent du résultat canadien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le système politique, le modèle unique de Westminster, n'existe peut-être plus. On peut parler désormais d'un modèle très différent au Canada ou encore en Australie et d'autre part au Royaume-Uni. Alors, autre élément conventionnel, le cabinet qui est en place avant la dissolution, il reste en fonction à titre d'un gouvernement d'affaires courantes, un caretaker government, pendant la période électorale et après la période électorale. C'est une conséquence aussi de la séparation des pouvoirs. On oublie parfois que c'est un principe qui fait partie de notre Constitution, mais nous avons aussi une séparation des pouvoirs et le cabinet, en tant que partie du pouvoir exécutif, a une existence propre et séparée de celle de la Chambre des communes et du Parlement. Et donc, si le Parlement est dissous, le cabinet, lui, n'est pas dissous pendant la période électorale. Le cabinet existe toujours. Conséquence de ça, c'est que le cabinet sortant est en position de demeurer en poste après l'élection. Le fait qu'on ait eu une élection en soi ne change rien à l'existence du cabinet. Le cabinet est nommé par le gouverneur général, a été nommé par le gouverneur général, peut-être après l'élection précédente. Une nouvelle élection vient de se produire. Le cabinet reste en place et il peut, s'il le veut, affronter la Chambre des communes, comme on dit, meet the House of Commons, et voir s'il a la confiance de la Chambre des communes. C'est le cabinet qui est en place, c'est le premier ministre qui est en place, le premier ministre sortant, qui va demander au gouverneur général de convoquer le Parlement. C'est lui qui va décider quand le faire. C'est un point sur lequel je vais revenir prochainement. Évidemment, si un parti d'opposition recueille la majorité des sièges, nous savons tous que l'exercice pour le cabinet sortant de rester en place et d'affronter la Chambre des communes est futile et le premier ministre sortant va démissionner dans les jours qui suivent. Ce n'est pas nécessairement le lendemain matin, mais dans les jours qui suivent l'élection, il va présenter sa démission au gouverneur général qui ensuite va convoquer le chef du parti qui a recueilli la majorité des sièges. Ça, c'est s'il y a un parti qui recueille la majorité des sièges. Autre nuance possiblement importante, selon certaines personnes, et ça c'est un point sur lequel il existe une controverse, un gouvernement qui sait qui juge qu'il ne pourra pas demeurer en poste, qu'il ne pourra pas obtenir la confiance de la nouvelle Chambre des communes, doit quand même demeurer en poste jusqu'au moment où le gouvernement alternatif est prêt à prendre le relais. Ce n'est pas juste qu'on sait, disons, un parti d'opposition qui a remporté une forte pluralité des sièges, c'est sans doute lui qui va gouverner, mais certains vont dire, non, il faut attendre, le premier ministre sortant doit attendre avant de démissionner et s'assurer que le gouvernement qui va le remplacer est déjà en place. Comme ça, le gouverneur général pourra tout de suite nommer un nouveau premier ministre sans délai
pour que la couronne ait toujours ses conseillers. D'autres personnes vont dire que c'est moins important. Alors là-dessus, il existe un certain flou. Alors, on revient à la situation après l'élection. Le gouvernement sortant, disons, convoque la Chambre, perd un vote de confiance, par exemple sur le discours du trône. Que fait-il? Un gouvernement qui perd un vote de confiance, peu importe les circonstances, a deux choix. Le premier, c'est de démissionner et de dire au gouverneur général d'inviter quelqu'un d'autre à former le gouvernement. Le deuxième, c'est de demander au gouverneur général une dissolution et de faire appel, comme on disait dans le bon vieux temps, appeal to the people, pour se faire renouveler la confiance. Alors, si, dans un contexte post-électoral, si le gouvernement demande une dissolution dans un délai trop rapproché après l'élection, le gouverneur général peut refuser la dissolution. Le gouvernement doit alors démissionner, comme doit le faire tout gouvernement dont le gouverneur général a refusé de suivre le conseil, et le gouverneur général va demander à une autre personne de former un gouvernement. Alors, la question, qu'est-ce qu'un délai suffisant pour une élection? Et la réponse, c'est que la Convention sur ce point est plutôt floue. On parle parfois de 6 mois, mais ce n'est pas une règle très ferme. Je vais vous donner 3 exemples canadiens pour voir un peu quels sont les précédents. Juste avant, je mentionne une sous-question qui est importante, dont on a très peu parlé dans cette campagne électorale. C'est celle du temps qui s'écoule entre l'élection et la convocation du Parlement, du nouveau Parlement par le gouverneur général, sur l'avis du premier ministre. Donc, d'abord, est-ce que ce temps-là compte quand on parle du délai suffisant? Est-ce que le gouvernement peut ne pas convoquer la Chambre des communes, attendre? Finalement, il convoque la Chambre des communes, il est battu d'entrée, et là, il dit, mais non, mais ça fait tellement longtemps que l'élection a eu lieu. Alors, la Constitution demande que le Parlement siège une fois par année. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement pourrait rester 1 an après l'élection? Non, sûrement pas. Il devrait obtenir le financement. Il faudrait éventuellement un vote sur le budget. Par ailleurs, il y a des manœuvres procédurales qui sont possibles pour repousser cette échéance-là. Bref, je n'irai pas plus là-dedans, mais aucun des chefs de parti, et notamment M. Harper, personne n'a vraiment parlé dans cette campagne électorale de quand est-ce qu'ils allaient convoquer le Parlement après l'élection. Et c'est une question qui est pourtant très importante et qu'aucun journaliste, en fait, ne semble avoir pensé à poser. Alors, les exemples que je voulais donner, celui qui est peut-être le plus connu, celui dont on a le plus parlé, dont on risque de parler, le cas échéant, c'est l'affaire King-Byng en 1925-1926. L'élection a lieu le 29 octobre 1925. Le Parti libéral a moins de sièges que les conservateurs, mais reste en poste. C'est le gouvernement sortant. Il reste en poste et il réussit à gouverner pendant quelques mois avec l'appui des progressistes. L'appui qu'il finit par perdre suite à des scandales associés au gouvernement. Et King, le premier ministre libéral, réalise qu'il va perdre un vote de confiance. Ça c'est à la fin juin, donc quand même plusieurs mois après l'élection, plus de 6 mois en fait. King, sachant qu'il va perdre son vote de confiance, va voir le gouverneur général, Lord Byng, et lui demande une dissolution. Byng refuse. Alors King va démissionner, comme tout premier ministre dont on refuse l'avis, et Byng convoque le chef de l'opposition, Arthur Meehan, pour former un gouvernement. Mais Meehan n'arrive pas à obtenir la confiance de la Chambre pour son gouvernement.
Il va donc demander la dissolution que Byng va cette fois accorder. Deuxième exemple, c'est le premier gouvernement de Diefenbaker. Il est élu en juin 1957, c'est un gouvernement minoritaire. Le Parlement ne siège qu'en octobre, après l'élection au mois de juin. Il y avait un congrès, si je me rappelle bien, c'était un congrès de l'Association mondiale des postes qui siégeait dans les édifices du Parlement. Alors, le Parlement ne pouvait pas se réunir. Le Parlement finit par se réunir en octobre. Et le 1er février, Diefenbaker va voir le gouverneur général, il demande la dissolution et l'obtient. Donc, ça fait encore là, à peu près 8 mois après l'élection, en juin, mais le Parlement, lui, ne siégeait que depuis un temps bien moindre. Et finalement, le troisième exemple qu'il faut mentionner, c'est celui du gouvernement de Joe Clark. L'élection a lieu à la fin mai 1979. Le gouvernement Trudeau est battu, il démissionne et le gouvernement de Clark est assermenté le 4 juin. Le Parlement ne siège qu'en octobre, après une élection en mai, assermentation en juin. Et en décembre, donc à peine 2 mois après que le Parlement ait commencé à siéger, mais un bon 8 mois après l'élection, le gouvernement est battu sur un vote de confiance, un vote budgétaire. Il demande la dissolution et il l'obtient. Bon, par ailleurs, on n'a pas d'indication à l'effet que Pierre Trudeau, qui était chef de l'opposition, était intéressé à essayer de former un gouvernement minoritaire. Je pense que lui aussi était bien content d'aller en élection avec les résultats que l'on sait. Alors, la question qui se pose, si le gouvernement sortant est battu sur un vote de confiance et qu'on ne va pas en élection, soit que le gouvernement ne demande pas une élection, il va simplement démissionner, soit que le gouverneur général juge que le délai n'est pas suffisant après l'élection, à qui le gouverneur général va-t-il demander de former un nouveau gouvernement? La réponse que vous connaissez sans doute, c'est à la personne qui est susceptible d'obtenir la confiance de la Chambre. Qui est cette personne qui est susceptible d'obtenir la confiance de la Chambre? La Convention n'en dit pas davantage. Elle ne dit pas, par exemple, que c'est le parti d'opposition qui a le plus de sièges, même si en pratique, ça va probablement être le cas. Mais pourquoi est-ce que c'est probablement le cas? Entre autres, ça a à voir avec des raisons de culture politique sur lesquelles dont je vais parler à l'instant. Une chose qu'il faut dire, c'est que, idéalement, les politiciens devraient s'entendre entre eux et essayer de tout faire pour ne pas traîner la couronne, le gouverneur général, dans un jeu politique partisan. Il y a des personnes en ce moment qui écrivent des lettres au gouverneur général pour lui dire de faire ci ou ça. Les chefs des partis d'opposition ont fait ces choses-là en 2008. Ils ont fait ça en 2004 aussi. M. Harper l'a fait en 2004. Tout ça, ça crée certains dangers pour la neutralité de la couronne. Le gouverneur général se doit d'être au-dessus de la mêlée, se doit d'avoir l'apparence la plus non partisane possible. Mais ce n'est pas seulement à lui de maintenir cette apparence-là, il a besoin aussi de l'aide des politiciens, de leur collaboration. Et donc, idéalement, les politiciens devraient vraiment s'entendre entre eux et de dire au gouverneur général, voici M. X, Mme X éventuellement, c'est lui, c'est elle qui va obtenir la confiance de la Chambre des communes. Alors, je me tourne vers la culture politique qui est en toile de fond de tout ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, les conventions, c'est le pont entre la culture et le droit. Alors, on ne peut pas ignorer
tout en présentant les conventions, qui sont les règles auxquelles, finalement, les chefs de parti vont obéir. On ne peut pas ignorer l'importance des considérations plus culturelles. Une considération, juste un exemple. Au Royaume-Uni, on parle d'un hung parliament. C'est un parlement dans lequel aucun parti n'obtient une majorité. Au Canada, on n'emploie pas cette expression-là en français. Le professeur Bolac et moi en parlions hier. On n'arrive même pas à trouver une traduction. Mais même en anglais, on n'en parle pas vraiment. On ne l'emploie pas. On parle d'un gouvernement minoritaire. Il faut parler du rôle des médias et du fameux « si la tendance se maintient ». On prévoit que le prochain gouvernement sera un gouvernement minoritaire, le cas échéant. Encore une fois, le focus, l'attention est sur le gouvernement. Parlons des nouveaux médias et notamment de tous ces sites de prédiction électorale, si utiles soient-ils. Tous ces sites-là vont écrire en gros caractères le parti X a 51% de chances d'avoir le plus de sièges. Le parti Y a 40% de chances d'avoir le plus de sièges. Encore une fois, on se concentre sur le parti qui va obtenir le plus de sièges et on présume que le parti qui va obtenir le plus de sièges va former un gouvernement, ce qui n'est pas la règle conventionnelle. Je viens de parler des règles conventionnelles. Les chefs de parti ont tous abondé dans le sens de la règle du plus grand nombre de sièges. Ils ont exprimé l'idée que le parti qui a le plus de sièges doit gouverner, M. Harper notamment, M. Mulcair aussi, je pense, a parlé dans ce sens-là, ou du moins doit être le premier à tenter de gouverner. Ça, c'était la position de M. Trudeau. Alors, question, est-ce que ce sont juste des déclarations en l'air de gens qui ne comprennent pas ou de gens qui essaient de détourner un peu l'attention vers leurs intérêts partisans? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle convention constitutionnelle? Est-ce que la culture politique est en train de changer au point où les anciennes conventions constitutionnelles que je viens de décrire et qui, jusqu'à nouvel ordre, sont celles qui s'appliquent, est-ce qu'elles sont devenues obsolètes? Est-ce que la culture politique s'est déplacée et le pont qui était là avant, le pont ne mène plus à ce que les gens croient? C'est un bridge to nowhere. Est-ce qu'il faut construire un nouveau pont avec des nouvelles conventions? Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que c'est peut-être ce qui est en train d'arriver. Les déclarations en campagne électorale n'ont pas vraiment une valeur probante importante. Par contre, les actions qui vont être posées le soir du 19, le 20 et dans les jours qui suivent vont être importantes. Si les conservateurs n'ont pas la pluralité des sièges, mais en sont proches, est-ce que M. Harper va vraiment démissionner? Ça va être une indication, ce ne sera pas plus qu'une indication parce qu'il pourrait démissionner simplement en sachant qu'il ne trouvera pas de partenaire pour gouverner. Si les conservateurs ont une pluralité très mince, disons, et que les autres partis les laissent gouverner, ils ont dit que ce n'est pas ça qu'ils feraient, mais si les conservateurs ont une pluralité très mince et les autres partis les laissent gouverner, ça aussi, ce sera une indication qu'ils croient réellement à cette règle du plus grand nombre de sièges dont ils ont parlé. Pourquoi cette règle-là pourrait-elle être une convention? Pour avoir une convention, ça prend des précédents. Donc ça, je viens de parler de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme précédent. Ça prend aussi une croyance des acteurs politiques qui sont liés par la règle. Il faudra surveiller leurs déclarations dans le contexte post-électoral et pas seulement en campagne. Ça prend des raisons pour la règle. Quelles sont les raisons pour la règle? C'est notamment l'importance du rôle du chef du parti dans une campagne électorale qui se concentre uniquement sur la personnalité des chefs et très peu sur leur politique et encore moins sur la plateforme de leur parti. Et c'est une tendance qui n'est pas seulement canadienne, c'est une tendance lourde des démocraties occidentales. Et aussi l'importance du premier ministre dans le gouvernement, qui est liée à la fois à l'importance des médias qui lui permettent de communiquer avec la population directement, à la nature du gouvernement qui
face à des situations imprévues, exigent beaucoup de discrétion, ce qui fait que les plateformes électorales, on essaie de ne pas trop en parler, de ne pas trop se lier, de ne pas trop se compromettre. Et finalement, le rôle des perceptions populaires et de l'ignorance politique. Selon un sondage qui a été fait quelques mois après l'élection de 2008, 51% des Canadiens qui ont répondu ont dit que le premier ministre était élu directement. C'est des gens qui venaient de voter. Il n'y avait pas de case premier ministre sur leur bulletin de vote. Et la question sur laquelle je vous laisse, c'est donc celle du rôle des connaissances des experts versus le rôle des perceptions populaires et éventuellement celle des politiciens. En droit, on veut pouvoir dire que la Cour suprême a erré en rendant une décision, mais on doit tout de même reconnaître qu'à un certain moment, les erreurs que la Cour suprême commet finissent par changer le droit. Alors, quand on parle de convention constitutionnelle, il faut aussi, je pense, reconnaître qu'on peut dire que les politiciens se trompent et que la population ignore les règles du jeu et que les journalistes ignorent les règles du jeu. Mais à un certain moment donné, si les politiciens se comportent d'une certaine façon, les conventions vont finir par changer. Elles ne sont pas coulées dans le béton. Voilà. Merci.